Et ça marche. Et ça Et marche. ça marche. Et ben ça marche. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup au Club 21e siècle de m'avoir proposé d'animer du coup cette table ronde juste après du coup le ministre, ce qui est toujours très agréable. C'est évidemment un moment un peu particulier. On ne sait pas ce qui va se passer dans les rues en sortant, donc on va essayer de rester concentré sur le sujet d'école et de pas parler de réforme des retraites durant notre table ronde. Notre table ronde, elle s'intitule Les mêmes chances pour tous, apprendre et se former. Et évidemment, on va beaucoup parler d'école, de collège, de lycée, d'enseignement supérieur. Et évidemment, ce qui est important d'abord de dire en introduction, c'est que l'école, elle est dans une situation paradoxale. C'est une institution centrale, tout le monde le sait, mais en grande difficulté. On sait que c'est un levier central en matière d'intégration au sein de la société. C'est elle qui va définir votre positionnement social dans la société. C'est elle qui va définir finalement le sentiment d'appartenance aussi collective qu'on va avoir dans la société. Mais on le sait, et ça a été dit par le ministre, la France est l'un des pays où le niveau socio-économique influe le plus sur les performances scolaires. Les classements PISA nous montrent que les élèves les plus défavorisés ont 4 fois plus de chances d'être les moins bons élèves du classement. Bref, pour le dire de façon un peu rapide, les parcours scolaires sont marqués par les inégalités sociales, avec deux phénomènes qui tendent à se renforcer depuis les dernières années. Un phénomène qui montre que le soutien scolaire privé est en train de polariser de plus en plus des familles favorisées de familles plus défavorisées. Et un deuxième, en tout cas, phénomène qui a tendance à s'accentuer, c'est évidemment la sécession d'une partie des classes favorisées due à la place de plus en plus grande de l'école privée. Et ça, je pense qu'on va en parler durant notre table ronde. Et tout ça, évidemment, c'est très important parce que ça a tendance à déliter le sentiment d'appartenir à une même communauté, le sentiment d'appartenir à un même pays et peut-être le sentiment aussi de faire finalement partie du même projet de société et du même projet collectif. Donc on va parler de plusieurs sujets, des inégalités sociales et territoriales, des inégalités d'accès à l'enseignement supérieur, on va parler de mixité, on va parler de diversité et on va parler évidemment aussi de décrochage scolaire, donc avec nos différents intervenants que je vais présenter d'ores et déjà. Karine Montrésor, bonjour, vous êtes enseignante de lycée à Dijon. Vous êtes coordinatrice de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. À côté de vous, Helmut Mood, bonjour. Vous êtes président de l'Université Paris-Dauphine. Et à côté de vous, Mathias Vichra, donc directeur de Sciences Po Paris. Et donc, on excuse Maud Sarda qui ne peut pas être là. Et Emmanuel Grégoire également, qui a un petit souci et qui ne peut pas être là. L'idée de la table, juste pour vous dire aussi comment elle avait été pensée, avec aussi les deux intervenants qui ne sont pas là, mais on va s'en sortir malgré tout, c'était d'essayer de structurer la discussion à travers deux pôles, de l'éducation à la formation continue. Et Maud Sarda, d'ailleurs, était notamment censée nous parler de formation continue, mais on veut quand même en parler. On va démarrer avec vous, Karine Montrésor. Je l'ai dit, vous êtes professeure, enseignante à Dijon, coordinatrice de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Alors vous, Karine, vous êtes connue parce que vous obtenez depuis plus de 15 ans maintenant 100% de réussite au baccalauréat. Et c'est d'autant plus important parce que vous vous occupez notamment de ce qu'on appelle des décrocheurs, des élèves en décrochage, du coup des élèves en décrochage temporaire parce que vous les réintégrez justement dans le cursus. Peut-être nous dire deux mots sur qu'est-ce qu'on entend d'abord par décrocheur temporaire. C'est quoi le profil un petit peu de ces élèves-là que vous arrivez à mettre dans le giron de l'éducation et à qui vous arrivez à faire obtenir le bac. Et peut-être c'est quoi votre méthode du coup pour obtenir en effet ce chiffre que souhaitent beaucoup d'enseignants, à savoir 100% de réussite au baccalauréat. Alors, le décrochage scolaire, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Le décrochage scolaire, c'est un élève qui quitte... Il fonctionne le micro? Oui. C'est un élève qui quitte le système éducatif sans formation, sans diplôme, de niveau 4 ou de niveau 5. Donc, le décrochage scolaire, un élève qui décroche, c'est un élève qui a perdu le sens de l'école, qui n'a plus envie. Alors les facteurs, c'est multifactoriel, le décrochage scolaire. Ça peut être un décrocheur, par exemple, qui est dans sa salle de classe, qui est présent, voilà, physiquement, mais qui moralement n'est pas présent. Ça peut être un élève, bien sûr, un des premiers, on va dire, éléments qui nous fait voir qu'un élève décroche, c'est l'absentéisme. Ça peut être la maladie, etc. C'est multifactoriel. Et pour lutter contre ce décrochage scolaire, donc, on a des GPDS. Donc des groupes de prévention et de suivi du décrochage scolaire. Et
comment faire pour... La question c'était, j'ai perdu le fil. Comment vous faites justement pour raccrocher ces décrocheurs? Comment on fait pour raccrocher ces décrocheurs? C'est-à-dire que le décrochage scolaire, ce que je dis, c'est la maladie nosocomiale de l'école. On ne peut pas décrocher si on n'est pas allé à l'école. L'école, parfois, elle rend malade. Vous allez à l'hôpital, c'est pas pour être malade, mais nous, à l'école, le système rend malade certains jeunes. Et mon rôle, depuis 30 ans maintenant, c'est de justement les soigner, de les guérir, et autant que faire se peut, de faire que chaque jeune, dans sa singularité, puisse réussir. Et ma devise depuis 30 ans, c'est un chemin pour chacun, la réussite pour tous. C'est-à-dire qu'il faut augmenter le champ des possibles. On a voulu massifier l'école, faire que 90%, 80% d'une classe d'âge ait le bac, mais tous les élèves ne peuvent pas réussir comme ça. Voilà, on veut prendre le train et tous ne peuvent pas prendre le train et suivre comme ça les cours, l'information descendante. Et mon rôle, moi, c'est d'avoir tous ces jeunes qui sont laissés au bord du chemin, pour une raison X ou Y, et ces petits jeunes qui sont laissés au bord du chemin sur des fois lesquels on n'aurait pas misé un copec, qu'on a découragés pour des raisons X ou Y, c'est de leur redonner confiance, de les remobiliser, parce que ça tient à peu de choses parfois. Il suffit juste d'un regard bienveillant, d'une bonne note. Moi, souvent, quand ils arrivaient chez moi, on leur met un 16, un 18, et hop, c'est reparti. Parce que cette note-là, et ils repartent et ils reprennent confiance en eux. Donc le décrochage scolaire, voilà, comme je le disais, c'est multifactoriel et on essaye, en individualisant, c'est ce que je dis, quand les jeunes viennent chez moi, c'est de la haute couture, c'est du cousu main. Je leur dis, vous êtes chez Chanel, comme moi j'aime bien la mode. Je leur dis, vous êtes chez Chanel. Ici, je vais vous tisser, voilà, un chemin pour chacun, la réussite pour tous. Vous êtes avec moi, je les écoute. Chaque jeune a son emploi du temps individualisé. S'il ne peut pas aller au début, il peut faire 2 heures de cours semaine. Il fera ces 2 heures de cours semaine. Et chaque step by step, chaque montée de marche, c'est déjà une progression. Et le fait qu'on ait ce jeune, qu'on puisse l'écouter, qu'il puisse se sentir, remettre en confiance, eh bien souvent, ils sont sur les rails. Et souvent, j'ai des élèves qui sont en décrochage scolaire en terminale ou de la seconde à la terminale, puisque je les suis en lycée. Et puis quand ils vont dans l'enseignement supérieur, quand ils ont réussi, quand on les a sortis, ils suivent bien leur cursus, ils réussissent après dans la vie. Mais des fois, c'est vrai que c'est ce manque de confiance et c'est le système, comme je vous dis, c'est cette maladie nosocomiale, le décrochage scolaire, c'est vraiment une maladie. Et je suis en sorte un médecin, quelqu'un, un thérapeute qui essaie, avec les moyens, de les soigner, de les guérir pour qu'ils reprennent confiance en eux et puis qu'ils puissent repartir d'un bon pied. Voilà. Alors, Madame la médecin, il y a un élément qui est intéressant dans ce que vous racontez souvent dans les interviews, c'est que vous vous dites une partie des élèves ou toute une partie des élèves sont souvent en service civique à côté de leurs cours et vous le justifiez avec cette phrase, vous dites ils ont besoin de voir d'autres misères que la leur, ils ont besoin de voir d'autres difficultés de la leur, ils ont besoin effectivement de s'oublier en finalement s'occupant d'autres gens et finalement en cessant d'être autocentré. Voilà. Un élève qui est en décrochage scolaire, c'est un élève qui souffre pour des raisons X ou Y. Et je me suis aperçue qu'ils passent le bac avec moi, mais ils sont 2 jours par semaine avec moi. C'est-à-dire qu'on fait moins, mais on fait mieux. On le fait différemment. C'est-à-dire que le lundi, le mardi, ils sont avec moi au lycée, et l'équipe pédagogique, je ne fais pas toute seule. Et le mercredi, le jeudi, le vendredi, ils sont en service civique. Et ça change tout. Quand le système vous a rendu malade, ils n'ont pas envie d'être 5 jours semaine à l'école. Surtout pas. Surtout pas. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire moins. Et après, qu'ils se sentent investis d'une mission. Et je trouve que le service civique a cela de super. C'est qu'on arrive à conjuguer ce double parcours. Alors, on peut faire un double parcours en étant en sport-études, on peut faire un double parcours en étant en décrochage scolaire, et ce double parcours, parce que c'est aussi de l'excellence, c'est aussi les valoriser, c'est aussi redonner du sens à des gamins qui des fois, dans les familles, le décrochage scolaire, ça peut être aussi pour des raisons économiques, familiales, de maladies. Et je repense à une jeune fille qui était avec moi il y a 4 ans, qui était en décrochage scolaire parce qu'elle était malade, anorexique, et qui, malgré son anorexie, on lui avait fait faire un service civique
au restaurant du cœur, voyez. Et le fait qu'elle vienne à l'école 2 jours semaine, qu'elle puisse se sentir valorisée, faire cette mission de décrochage scolaire, elle a eu son bac avec mention très bien. Je veux dire, c'était une excellente élève. Et pour des gamins qui sont... Alors, des fois, on a des phobies scolaires parce que c'est des élèves qui sont vraiment, voilà, très stressés par le bac ou qui ont des maladies. Mais c'est en redonnant de sens pour certains aussi qui, des fois, sont décrocheurs parce qu'ils n'ont plus le goût. Quand tu viens plus à l'école parce que tes pères, les jeunes, parce que des fois, ils viennent à l'école, mais ils viennent parce qu'il y a le groupe, parce qu'ils ont envie de voir les copains. Mais quand après, on a des jeunes qui perdent ça et qui viennent plus à l'école parce qu'ils n'arrivent même plus à venir voir leurs camarades. Eh bien, on arrive à les raccrocher parce que déjà, la mission de service civique, ça les valorise. Bon, ce n'est pas forcément pour l'indemnité, mais ils se sentent utiles. Ils ont quand même une indemnité. Ils vont dans des associations. Donc, qui dit association, institution, dit des gens donc, qui vont au Resto du Cœur. Moi, je travaille avec le programme Booster Unicité ou la Ligue de l'enseignement. Donc, ce qui fait qu'en redonnant du sens à leur vie extérieure et à l'école, ils y arrivent. Et c'est pour ça qu'on obtient 100% de réussite au bac par ce double parcours qui fait que voilà, les jeunes raccrochent. Et c'est vraiment une année en plus où je leur dis, où ils voient d'autres choses, d'autres compétences. Il n'y a pas que les compétences de l'école, il y a aussi cette mission où ils se sentent aussi valorisés parce que des fois ils sont dévalorisés aussi par l'école et dévalorisés aussi parce qu'ils sont bons à rien. Mais là ils se rendent compte justement en voyant des gens au Resto du Cœur, en voyant la banque alimentaire, en aidant aussi, il y a un programme senior où ils vont vers les personnes âgées. Moi j'ai des jeunes, j'ai une association aussi, je prends 2 jeunes pour des sportifs qui suivent des sportifs. Bien, c'est ça, c'est sortir et redonner sens. Et après, pour l'enseignement supérieur, eh bien aussi ça compte, parce que dans leur CV, eh bien, ils vont mettre qu'ils ont fait un double parcours d'alternance, enfin voilà, avec la mission de service civique, et c'est formidable. Peut-être juste avant de donner la parole à Helmut Mood, vous avez utilisé 2 fois l'expression phobie scolaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez s'accentuer, notamment depuis la crise sanitaire? On voit semaine après semaine des chiffres assez alarmants sur l'état de la santé mentale des jeunes d'une façon générale, sur une forme en tout cas d'augmentation de ce qu'on appelle de l'agoraphobie dans le rapport à l'extérieur, dans le rapport à l'autre. Et effectivement, ça semble en effet toucher les enceintes scolaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez notamment depuis la crise sanitaire dans votre lycée? Alors, pendant le Covid, aussi particulier que ça puisse l'être, on avait des cours en vidéoconférence. Et j'avoue que pour les décrocheurs scolaires que j'avais, ça a été du pain béni. Parce que du coup, on était devant nos ordinateurs, on faisait des vidéos, et les élèves en décrocheurs scolaires, on en a moins eu pendant cette période, puisqu'ils pouvaient avoir de l'enseignement à distance. Donc le décrochage scolaire, c'est mettre un pied au lycée où tu trembles, où tu n'es pas bien, où tu fais des crises d'angoisse. Là, il n'y avait pas, il n'y avait plus cours. Mais après Covid, on se rend compte que les gamins, comme on a beaucoup travaillé voilà, avec des visioconférences, etc., pour certains, ils ont du mal à remettre les pieds au lycée. Et c'est plus difficile, tout à fait, parce que le Covid, c'est vrai que ça a laissé des traces pour ces élèves qui sont en difficulté. Alors on retravaille progressivement avec des élèves qui ont du mal à remettre un pied au lycée. Et oui, c'est quelque chose qu'on constate. Autant on l'a pas constaté pendant le Covid, parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un coup d'ardoise magique, on n'a plus de décrocheurs? Bien sûr, ils étaient chez eux. Donc, c'est clair. Mais là, c'est vrai qu'on le constate. Oui, il y a des jeunes qui sont... Eh ben, merci beaucoup. Helmut Mood, je vais me tourner vers vous. Vous êtes président de l'université Paris-Dauphine, on l'a dit. En lisant les quelques interviews que vous avez faites par-ci par-là, il y a une phrase que j'ai trouvée intéressante. Vous dites « La diversité doit être promue, mais toujours sur la base de l'excellence ». Comme si finalement, ça tombait pas forcément sous le sens. Pourquoi vous insistez à chaque fois, effectivement, à associer ces 2 notions-là et ces 2 termes-là? Merci d'abord de m'avoir invité. Je m'appelle El Mouhoud, c'est le B avant le D. Ma blague préférée, c'est de dire que je fais l'hypothèse que vous êtes alphabétisé. Et donc, c'est facile à retenir. Et vous l'avez bien fait, puisque en revanche, sur le poster, il y a une erreur. Bon, c'est comme ça que j'ai fait depuis l'âge de 10 ans. Je suis arrivé en France. Il faut bien s'expliquer, passer les barrières. En outre, celle du nom et du prénom, et que j'assume totalement. Juste pour répondre à votre question, c'est une question très complexe et il y a un flou permanent sur ces histoires. Alors, est-ce qu'on parle d'égalité des chances? Est-ce qu'on parle de diversité? Est-ce qu'on parle si on parle d'égalité des chances, alors il faut reprendre la définition stricte, celle que donne John Rawls finalement, qui est que, en fait, on va promouvoir
donner des avantages à des déciles des classes de revenus qui sont défavorisées. Donc on va prendre le premier décile des classes défavorisées relativement aux classes favorisées. Donc si on distribue les revenus de 1 à 10, on va prendre les 10% premiers et puis on va faire des politiques spécifiques sur eux et donc assumer l'inégalité des politiques en direction. Est-ce que c'est ça ? Et donc là, on se dit, bon, on va promouvoir l'entrée pour que les compétences viennent après. On va pousser les défavorisés pour qu'ils aient une égalité des chances, une égalité des traitements. Moi, j'y crois pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Et puis, la deuxième chose, c'est la confusion avec la diversité. Ça n'a absolument rien à voir. Ça a à voir statistiquement, parce que vous allez voir que la distribution des revenus et la distribution de la localisation, je suis économiste, sur le territoire, sont corrélés avec la distribution aussi des minorités issues de l'immigration, etc. Donc il y a des intersections. Et c'est sur les intersections qu'il faut travailler. Donc c'est un problème complexe. Et quand vous dites à quelqu'un, on va te promouvoir parce que tu t'appelles El Mouhouboud, il va vous dire non, moi je veux qu'on me reconnaisse pour mes compétences. J'ai passé l'agrégation d'économie, je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans, mon père était travailleur, mais j'avais un impératif de réussite dans la maison, dans la famille, et j'ai passé toutes les barrières, voilà. Et je suis arrivé, quand j'ai demandé à ma chargée de TD en première année à la Sorbonne d'économie, comment on fait pour devenir professeur des universités? Pas comme vous, mais comme Henri Bartoli, qui était le grand professeur d'amphi auquel je m'identifiais. Elle m'avait dit, vous avez 0,1% de chance d'y arriver. J'ai dit, bon, comment on peut dire ça à un jeune? Donc en fait, il y a une question qui est une question d'observation statistique des choses, il y a une question qui est de l'ordre de la politique publique, et il y a une autre question qui est celle, Mathias va être très sensible à ça aussi, de la représentation qu'ont les jeunes de ces phénomènes-là. Donc il ne faut pas les confondre, il faut absolument les distinguer. Donc pour moi, je préfère inverser la notion d'égalité des chances en termes d'inégalité d'accès, parce que je peux, en tant que cette fois-ci président d'une université qui a affaire avec un programme égalité des chances, eh bien pour pouvoir avoir une mesure des phénomènes que je veux corriger. Donc pour moi, l'excellence, c'est un mot qui veut dire simplement qu'on a un bloc de compétences nécessaires qui est fondamental pour rentrer à l'Université Paris-Dauphine ou pour rentrer à Sciences Po, et que je ne peux pas dire je vais faire venir des jeunes en dessous de ce niveau de compétences parce que c'est l'échec assuré. Et l'échec assuré, c'est pire qu'une réussite dans un autre système pour revenir ensuite à Dauphine, en master ou autre. C'est ce que je leur dis. Donc il faut absolument que je me fasse une bonne idée de quels sont les corps de compétences en mathématiques, en français, qui sont absolument fondamentaux, à égalité pratiquement, dans la barre, à peu de choses près. Après ça peut être l'épaisseur du trait. Et à partir de là, je me pose la question, quelles sont les inégalités d'accès qui sont, elles, corrélées avec l'appartenance sociale, d'abord, la localisation territoriale, deuxièmement, et puis troisièmement, corrélativement, de manière tout à fait collatérale, avec l'appartenance ethnique. Parce qu'effectivement, souvent, ça se rejoint. Quand on s'appelle Mohamed, ou quand évidemment, et quand on va multiplier les critères d'obstacles. Donc c'est pour ça que moi, dans mon université, par exemple, aujourd'hui, je décline 15 items, 15 modules qui font partie des inégalités d'accès à l'enseignement supérieur, sélectif, indépendamment de la compétence. Et j'ajoute que dans les programmes égalité des chances que nous avons, nous intervenons sur les compétences, puisque nous avons des programmes d'alliance avec 41 lycées, dont 2 tiers sont à Paris, et dans l'Île-de-France plutôt, et 1 tiers en province, en région, et que nous allons en amont essayer d'aider à rattrapage des compétences, mais aussi à la diminution des inhibitions d'accès à l'enseignement supérieur. Donc c'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas qu'on dise aujourd'hui la discrimination positive, et c'est d'autoriser des jeunes issus de l'immigration ou issus de la diversité et de tout confondre pour accéder à l'enseignement supérieur sélectif de cette manière-là. Non, il faut les préparer, c'est ce que vous faites d'une certaine manière. J'ai bien écouté ce que vous dites et c'est exactement le cheminement qu'il faut, parce qu'une fois qu'ils sont arrivés à Dauphine, ou à Sciences Po, il faut les accompagner, il faut des moniteurs, il faut de l'argent aussi supplémentaire, donc de l'investissement. Et si je vous décline les 15 items qui font partie des inégalités d'accès indépendamment du niveau de compétence, vous allez voir que par exemple, dans les curriculum vitae des étudiants qui vont rentrer en master, il y a la question de la mobilité internationale.
Nous avons 700 étudiants qui partent à l'étranger, comme à Sciences Po, chaque année, en licence. Chaque année, ils partent faire un semestre à NYU, un semestre à la LSI, un semestre ici, dans le monde entier. C'est la plus grosse inégalité. Vous prenez la même note en mathématiques, vous allez avoir un gamin que vous allez pouvoir envoyer parce que ses parents vont pouvoir payer son logement, et puis un autre gamin, vous ne pourrez pas l'envoyer. Donc en fait, il faut rester, à mon avis, c'est très très humble sur cette question, décliner les choses qu'on peut mesurer et les corriger les inégalités. Donc c'est la raison pour laquelle moi je préfère parler d'inégalité d'accès plutôt qu'un concept flou qui est l'égalité des chances, dont on ne sait pas très bien s'il est lié à la diversité, s'il est lié au territoire, etc. Et c'est exactement la réponse que nous essayons d'apporter sur ce sujet, avec aussi faire venir de l'argent public, mais aussi de l'argent des mécènes, autour d'objectifs très, très, très particuliers. Envoyer pendant 6 mois un étudiant dans mon campus à Londres et lui prendre en charge tous ses frais pour qu'il puisse avoir une expérience de la mobilité internationale. Ça, c'est fondamental. Mais le pire du pire serait de faire venir des étudiants dans des filières sélectives et de les laisser s'échouer. Parce que là, ils ont perdu la confiance, ils ont perdu leur horizon. Et je pense que là, ce serait irresponsable. C'est pour ça que je me permets d'allier cette histoire d'inégalité d'accès et d'excellence, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, bien entendu. Et d'ailleurs, vous discutez avec quiconque issu de l'immigration, issu de la diversité, comme on dit aujourd'hui. Si vous lui dites, tu as été promu à Sciences Po parce que tu t'appelles je ne sais pas comment, il va vous dire non, moi je me suis bagarré comme un chien et je n'ai pas envie qu'on me raconte des histoires. Le travail, c'est fondamental dans cette histoire. Le travail, c'est fondamental. J'ai une collègue qui est professeure de mathématiques au Collège de France, qui fait un gros travail sur les mathématiques et la diffusion des mathématiques, et elle dit, finalement, les mathématiques, c'est exactement comme le sport. Le sport de haut niveau, en réalité, de haut niveau ou de pas haut niveau, il y a une gradation à tous les niveaux. Il faut segmenter les différents efforts. Et c'est une question d'entraînement. Alors, il y a des familles qui vont être très, très sensibles à ça et qui vont entraîner leurs enfants à faire des maths. Et en fait, c'est des familles favorisées. Et puis, il y a des familles qui se disent, je ne sais pas comment on fait. On a une méthode pour apprendre les mathématiques. Il faut travailler. Il faut faire des joggings. C'est ce qu'elle explique. Et je crois que ça, c'est fondamental. Il faut arrêter avec les illusions selon lesquelles on peut réussir de manière magique. On ne réussit pas de manière magique, on réussit parce qu'on bosse et qu'on est passionné par ce qu'on fait, et on trouve la passion quand on a bossé. Voilà. Et résultat, quand on vous interroge sur le bilan de Paris-Dauphine, sur toutes ces questions, vous dites dans les rares interviews, dans les quelques interviews que j'ai lues de vous, vous dites l'intégration des jeunes issus de l'immigration à Dauphine se passe très bien. Oui, alors ça se passe très bien parce qu'on a 10% de jeunes issus du programme d'égalité des chances, 25% de boursiers au total, et qu'on met les moyens pour les accompagner. Quand ils sont issus de classes de territoires défavorisés, il y a un mot aussi que j'essaye de combattre, c'est d'origine modeste. D'origine modeste, du point de vue de la représentation des jeunes, c'est catastrophique. Il n'y a pas d'origine modeste. On est d'une famille privilégiée ou pas privilégiée, ou pas favorisée. Il faut bien objectiver les choses pour pouvoir intervenir et ne pas faire rentrer dans la tête des jeunes que parce qu'ils sont issus d'une famille ouvrière ou d'une famille paysanne ou d'une famille, alors ils sont modestes. Ils ne sont pas modestes, ils ont énormément de potentiel, vous l'avez dit vous, et il faut simplement leur faire révéler leur potentiel. Et ça se passe plutôt pas mal parce que il y a aussi une entraide, il y a du monitorat entre profs, etc. Et c'est pour ça que ça se passe plutôt bien. Mais le pire du pire, c'est pour ça qu'il faut les suivre, ces programmes égalité des chances, serait l'échec. Parce que le décrochage, une fois que vous avez passé toutes ces barrières, qu'on vous a dit, mais non, tu peux y aller, tu as la possibilité d'y aller, mais qu'ensuite, on ne vous donne pas les moyens de corriger les inégalités auxquelles vous avez à faire face. Par rapport aux autres étudiants à Dauphine, la distribution des revenus est très très large. Vous allez, si vous échouez, c'est absolument le pire de ce qui peut vous arriver. Donc, moi, je plaide en faveur d'une distinction des choses, la diversité, les problèmes d'inégalité d'accès à compétences égales, et ensuite des moyens qu'on met, et là, on peut s'allier. C'est par exemple avec Mathias, on a le projet de travailler ensemble de mutualiser nos efforts pour promouvoir l'insertion des jeunes dans l'enseignement supérieur. Et je voudrais vraiment terminer par une dernière chose. Quand je dis, et vraiment, j'ai un petit peu réfléchi, il faut vraiment faire attention à distinguer l'observation statistique des choses. Et là, on peut être pessimiste. Parce qu'en effet, comme le disait le ministre tout à l'heure, ce n'est pas seulement au niveau de l'enseignement secondaire, au niveau de l'enseignement supérieur, les travaux récents des économistes montrent que l'accès à l'enseignement supérieur sélectif recule.
Donc il y a un problème pour les classes défavorisées. Et quand vous comparez le programme égalité des chances à un contrefactuel dans lequel vous n'avez pas de programme égalité des chances, enfin pas de cordée de la réussite en gros, pour aller vite, eh bien vous avez un écart de 1 point seulement favorable avec tout un programme qu'on a mis en place, de cordée de la réussite, etc. Donc c'est assez désespérant d'une certaine manière. Mais ça, c'est l'observation qui est fondamentale pour l'acteur de la politique publique. C'est lui qui doit tenir compte de ces statistiques. Mais pour les jeunes, leur dire... Donner ça comme modèle, c'est absolument catastrophique parce que les éléments subjectifs qui peuvent exister ça et là, et vous les exploitez très très bien, vous, Karine, et ce sont des éléments qui peuvent transcender, bien entendu, les moyennes statistiques. On n'est pas en train de... On s'adresse à des individus, donc il faut vraiment différencier, encore une fois, les observations macro et les opérations qu'on met en œuvre sur place qui sont adaptées à chaque situation. Merci beaucoup, Mathias Vichra. Mathias Vichra, je le rappelle, vous êtes directeur de Sciences Po Paris depuis novembre dernier. On va faire un petit jeu, je vais vous citer un certain nombre de poncifs, ou en tout cas de phrases qu'on entend souvent sur Sciences Po, et vous allez nous dire si vous êtes en accord ou en désaccord avec ça. Une phrase qu'on entend beaucoup, c'est Sciences Po, c'est une école d'enfants de bourgeois. Alors, est-ce que Sciences Po est une école d'enfants de bourgeois, comme on l'entend dire régulièrement quand on parle de cette grande école de la rue Saint-Guillaume ? Bonjour à toutes et à tous. Merci de commencer par les poncifs parce que ça permet d'avoir collectivement un travail de déconstruction. D'abord, il faut se dire que l'accès à l'enseignement supérieur et encore plus à l'enseignement supérieur sélectif, il y a des biais sociaux, ça faut le reconnaître, et c'est comme ça. Après, on peut corriger les choses. Et la réalité, par exemple, à Sciences Po, c'est qu'on est passé en 20 ans d'une part d'élèves admis issus de familles employées ou ouvrières de 3% à 14%. En valeur absolue, c'est une multiplication par 16 du nombre d'élèves, parce que le nombre d'élèves a augmenté, a été multiplié par 4 dans le même temps, donc multiplication par 16 du nombre d'élèves accédant à Sciences Po. De la même manière, on l'a fait parce qu'on a pris le pari, c'était Richard Descoings qui avait eu cette intuition assez géniale, de mettre en place des conventions d'éducation prioritaire, c'est-à-dire une voie d'accès parallèle qui permet non seulement de reconnaître évidemment l'excellence, mais aussi de mettre le pied à l'étrier, parce qu'il peut y avoir des relégations, un manque d'information, des choses qui se nichent non pas dans le niveau, mais plutôt dans une forme d'éloignement. J'ai pris la décision d'ailleurs d'augmenter de 50% le nombre d'élèves venant des conventions d'éducation prioritaire dès cette année. On a 200 lycées, en accentuant notamment pour les lycées ruraux et ultramarins, parce qu'il peut y avoir une relégation aussi en dehors des statistiques sociales, etc. Donc on est arrivé à cette situation-là. Il y a encore évidemment des efforts à mener. Dans le même temps, les CSP++, la part des élèves issus des CSP++ a baissé de 11 points, sans jamais remettre en cause, au contraire, le niveau d'excellence. Et ça, c'est un élément quand même que je voulais souligner, c'est qu'on entend des familles, notamment issues d'une partie de la grande bourgeoisie parisienne, qui regrettent une forme de déliquescence de Sciences Po. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, Sciences Po, il y a 20 ans, c'était 70% d'admis qui venaient de Paris et des grands lycées parisiens, et qu'aujourd'hui, parmi les admis français, ce n'est plus que 10%. On a 50% d'internationaux, donc ce n'est plus que 5% au total. Donc la part de marché a changé. La part de marché a changé. Avant, on avait l'impression que c'était une sorte de prébande, une espèce de charge familiale qui se transmettait, etc. Sauf que, dans le même temps, le niveau a augmenté. C'est-à-dire qu'on a toujours 97% de mentions très bien au bac, parmi les admis. On constate dans la moyenne, par ailleurs, sur l'année, que la moyenne augmente année après année, et qu'en réalité, et je m'arrêterai là sur cette première question, c'est que opposer l'excellence et l'ouverture, ou opposer l'excellence et la diversité, c'est se tromper absolument de diagnostic. Parce qu'en réalité, moi je pense qu'un corps social meurt, s'atrophie à mesure qu'il est endogame, qu'il est uniforme. Et qu'en réalité, l'expérience que l'on a à Sciences Po, qu'il y a à Dauphine et dans d'autres établissements sélectifs de l'enseignement supérieur, en réalité, on voit que quand on s'ouvre géographiquement, socialement, culturellement, eh bien, en fait, ce corps social étudiant, il tend encore plus vers l'excellence, beaucoup plus vers l'excellence que si on était resté dans une logique de prébande des grands lycées parisiens, etc. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui doit être porteur à la fois d'espoir,
mais aussi, je l'espère, de démultiplication sur le territoire national, parce qu'on a besoin de rappeler ça. Opposer les deux, l'excellence et l'ouverture, l'excellence et la diversité, c'est une erreur fondamentale. Ça ne relève pas de la morale, ça relève d'une dimension empirique et d'une dimension même d'efficacité. On entend beaucoup aussi. On entend souvent aussi, finalement, Sciences Po, vous faites beaucoup pour les quartiers populaires, pour les quartiers populaires d'Île-de-France, mais finalement, la France rurale, ce qu'on appelle la France périphérique, la France des sous-préfectures, finalement, vous vous en foutez un peu parce que tout est mis sur les quartiers populaires. Alors, quand le dispositif, par exemple, de convention d'éducation prioritaire a été lancé par Richard Descoings, il est vrai qu'il y a eu une sorte d'attention ou de priorité sur des quartiers populaires, de grandes agglomérations urbaines. Il fallait bien lancer le dispositif et amorcer la pompe. On a pris le choix, et notamment en l'accentuant, là, parce que j'ai doublé en fait, le nombre de lycées dont sont issus les élèves, davantage dans les zones rurales et aussi dans les lycées ultramarins. Ça me paraissait important parce que, vous savez, on a dans les éléments notamment de critères, pour sélectionner avec les recteurs les lycées qui rentrent dans notre dispositif, beaucoup de critères qui sont statistiques, pourcentage de boursiers, etc. Mais par moment, au-delà de la statistique, il y a ces sujets aussi de relégation, c'est-à-dire d'absence d'information, de sentiment d'illégitimité. Et ça ne se comptabilise pas forcément. Quand on est loin, on a l'impression qu'on ne peut pas y avoir accès. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a ouvert notamment notre dispositif à cela. Et j'ajoute une deuxième chose sur l'ouverture à tous les lycées, y compris ruraux, périurbains, c'est que Parcoursup, qui est beaucoup critiqué, et je ne rentre pas dans le débat ici sur Parcoursup dans son ensemble, Parcoursup pour nous, le fait d'entrer sur Parcoursup il y a 2 ans, a eu une vertu fondamentale par rapport à ce que Karine disait sur l'inhibition. Il n'y a pas que les questions de niveau, il y a la question d'inhibition, c'est-à-dire on n'ose pas, on ne veut pas, etc. C'est qu'à partir du moment où Sciences Po est apparu sur Parcoursup, on a eu 2 fois plus de candidats, puisque les gens se disent, si ça apparaît sur mon écran, c'est que d'une certaine manière, c'est accessible, c'est possible. Et donc moi je salue, au niveau de Sciences Po, je ne rentre pas dans le débat évidemment global sur Parcoursup, au niveau de Sciences Po, la vertu de Parcoursup qui a par exemple, augmenter de 50% le nombre d'établissements dont sont issus les candidats. Donc ça a ouvert aussi à la ruralité et notamment aussi au lycée ultramarin. Peut-être un élément que je trouve intéressant, justement, vous avez parlé de Parcoursup. L'une des conséquences de Parcoursup, quand on lit ce qui se dit sur justement Sciences Po, et ça je crois que c'est vous qui l'avez dit dans une interview, vous dites des professeurs finalement, le problème c'est que des professeurs se plaignent que leurs élèves sont moins nombreux désormais à être choisis et à être admis à Sciences Po. Oui, en fait, il y a un élément dans les légendes urbaines, parce que, merci, pardon, j'ai l'impression que je profite de vous pour déconstruire des poncifs et des idées reçues, etc. Il y a une idée reçue qui est entretenue encore une fois par une partie de parents qui considèrent que leurs enfants ont de droit un accès à Sciences Po, qui est de dire, on sac les établissements privés. On sacrait les établissements privés. La réalité, c'est que 35% des admis viennent des établissements privés, alors que les établissements privés ne représentent que 20% du total des élèves des lycéens. Donc déjà, on ne sac pas beaucoup les établissements privés, ne serait-ce que d'un point de vue statistique. Ensuite, on nous dit les établissements, par exemple catholiques, de l'Ouest parisien, sont saqués pour des raisons idéologiques. La réalité, et j'en ai parlé avec des proviseurs de ces grands lycées parisiens que je ne citerai pas, c'est qu'ils n'ont pas compris que le monde bougeait. À partir du moment où le dossier sur Parcoursup prend les notes depuis la seconde, des lycées qui sous-notent, qui sont dans une logique darwinienne de se dire « Ah, je vais vraiment écraser les élèves », et moi je reprends ce que dit Karine, par moment un 17 ou un 18, même un peu exagéré, peut redonner de l'élan. Moi je pense que cette logique de sous-notation pour les mettre sous pression est vraiment catastrophique parce qu'on peut manquer des talents qui en fait ont besoin aussi d'encouragement. Et donc ces lycées-là sous-notaient, donc ont eu sur Parcoursup pour l'accès à Sciences Po des dossiers qui dans la partie des notations depuis la seconde étaient mauvais par rapport à d'autres. Et donc du coup, ils ont affaibli leurs propres élèves avec cette politique de notation. Je leur ai dit, c'est pas à Sciences Po de changer, c'est à vous d'évoluer. Alors je sais qu'il y en a certains qui font maintenant une double notation, une notation Parcoursup, une notation dans le lycée. Tout ça pour dire que Sciences Po n'a aucune forme de discrimination en fonction de l'établissement, du lieu, etc. Nous, on cherche des élèves, des individus excellents, et évidemment avec une logique d'ouverture. Mais ça, c'est quand même un élément fondamental, parce qu'on nous disait, pardon, et j'arrête là-dessus, parce que vraiment, les légendes urbaines, par moments, c'est un peu agaçant,
on m'a dit, mais oui, mais pourquoi vous ne faites pas de péréquation? C'est-à-dire qu'en gros, nous devrions à Sciences Po, entre tous les lycées de France, dire, vous comprenez, un 18 à Dunkerque, dans tel lycée, vaut un 12 ou un 11 dans tel grand lycée parisien. Mais qui sommes-nous pour établir des péréquations? Donc ces lycées doivent s'adapter, il n'y a aucune discrimination, simplement on change d'air, et c'est heureux parce qu'on a du coup une ouverture géographique, une ouverture sociale inégalée, inédite dans l'histoire de notre établissement. Alors, je vais vous laisser réagir. Peut-être, avant, je vais donner la parole à Karine, parce que je vois que l'heure tourne. Karine, évidemment, je vous laisse réagir si vous le souhaitez. Peut-être un élément qu'on n'a pas évoqué. Vous savez, on dit souvent que l'école doit être un sanctuaire. L'école doit être un sanctuaire protégé, finalement, des influences extérieures. Et c'est intéressant parce que c'est en contradiction avec un élément que vous mettez, vous, beaucoup en place pour justement réintégrer notamment des élèves décrocheurs issus des milieux défavorisés. C'est le fait de faire rentrer les parents dans les établissements. En gros, vous dites les parents doivent faire partie intégrante du projet et donc doivent rentrer là dans l'établissement. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec le fait de faire en sorte que l'école reste un sanctuaire? Non, c'est pas contradictoire du tout. J'ai été chef d'établissement pendant 3 ans d'un collège REP+, donc à Chenôve, le seul collège en Bourgogne REP+, et il s'est avéré que mon fils est en 6e cette année-là. J'avais fait donc la réunion parents-prof, ça c'est une anecdote. Dans son collège, on devait être 99% de parents à aller à cette fameuse réunion parents-prof. J'arrive le 14 septembre en remplaçant dans ce collège, une réunion parents-prof, 2 parents, 3 ou plus. J'ai cru que j'allais pleurer. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça dépassait mon entendement de parents, moi, avec la vision que j'avais de mes enfants. Je me suis dit, mais pourquoi seulement 2 parents viennent à 17h30 pour une réunion parents-prof? C'est inconcevable. Et en fait, on s'aperçoit que par rapport, quand les parents sont éloignés de l'école comme ça, quand l'école est un sanctuaire, qu'ils n'ont pas envie d'y rentrer, ou c'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'ils ont les moyens, ils ne peuvent pas y rentrer pour des raisons de langue, pour des raisons, bon, c'est multifactoriel aussi. Et je me suis dit, Karine, qu'est-ce que tu peux faire pour qu'à la prochaine réunion parents-prof, il y ait des parents? Eh bien, il y a des leviers. Et on se sert de ces leviers. Parce que si les parents ne sont pas là, l'élève décroche. C'est clair que le parent, c'est le premier. C'est le premier. Et on a fait des leviers. J'ai fait une réunion parents-prof où on a fait un goûter. On les a invités, mais différemment, pour les faire rentrer au collège. Et puis aussi, il y a des leviers, c'est-à-dire qu'on ouvre l'école aux parents. C'est-à-dire qu'on fait rentrer les mamans ou les papas qui sont des primo-arrivants, d'enfants de primo-arrivants, et on leur apprend la citoyenneté, on leur apprend une remise à niveau de français. Et le fait de pouvoir, pour ces mamans, quand elles viennent au collège et qu'elles voient les salles de physique, qu'elles mettent un pied dans l'univers de leurs enfants, eh bien après, elles y viennent. Et ça, c'est important. Et on a ces leviers-là. Parce que c'est vrai qu'une maman qui ne vient pas au collège, qui pour l'école, c'est un sanctuaire, ils ont peur, parce que justement, il y a la barrière de la langue, par ces leviers-là, on arrive justement à faire des miracles. Et j'ai connu des années formidables où les mamans, elles venaient avec les gâteaux. Vous voyez, elles venaient avec ce qu'elles avaient, vraiment l'humanité, la fraternité. Et on arrivait à ces moments-là donc de les faire. Donc c'est un programme, il y a tant d'heures pendant l'année où elles apprennent le français, remise à niveau de français. On les amenait à Dijon, citoyenneté, etc. Ça change tout. Le simple fait, et après aux réunions parents-prof, elles connaissent le collège, elles ont passé cette barrière. Et automatiquement, elles venaient, on avait du monde, et ça tient un peu de choses. Voilà, c'est ouvrir l'école aux parents, se dire que sans vous, on ne peut pas réussir. C'est le premier levier, c'est eux qui sont avec leurs enfants. Moi, je ne peux pas tisser quelque chose, je ne peux pas bâtir quelque chose si les parents ne sont pas là. Et là, on a gagné. Et petit à petit, on le fait. Alors, on ouvre l'école aux parents. Et après, on a un système qui s'appelle en collège école ouverte, où justement, on arrive à faire, pour les élèves en difficulté, on les amène à des expositions et on amène les parents aussi avec nous. Et après, ça marche bien dans les quartiers où on a brisé ce fameux plafond. Ils rentrent.
ils rentrent. Et là, voilà, c'est pour la réussite. Et le décrochage, un des facteurs de décrochage scolaire pour les gamins, c'est ça, c'est quand le papa, la maman ne sont pas investis dans la scolarité de leur enfant. Moi, au début, je débarquais, j'étais enseignante, c'était facile pour moi, c'était plausible. Réunion parents-prof, bah oui, j'y vais, tu vois. Mais quand j'ai vu ça, 3 parents, 2 parents, mais j'avais envie de pleurer. Je me dis, non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu peux faire pour les faire rentrer? Donc voilà. Merci beaucoup. Helmut, je vous ai vu beaucoup réagir pendant que Mathias Vichra parlait notamment de Parcoursup. Oui, mais parce que j'ai exactement le même constat et on ne s'est pas du tout concerté là-dessus. Donc, nous, on avait 10 000 candidats en première année à Dauphine pour nos 2 grandes licences, sciences des organisations et mathématiques informatiques. Grâce à Parcoursup, on avait 25 000 candidats. Donc, on a multiplié par 2,5 le nombre de candidats. Donc, vous ouvrez à des gens qui absolument vous conduisent à prendre toute la diversité, effectivement, à compétences égales. On garde la barre, mais simplement, on a accès à beaucoup plus de gens, et eux ont accès à Dauphine. Et jusque-là, c'était une petite portion de franciliens qui étaient sous-représentés du point de vue quantitatif, c'est exactement ce que tu disais, Mathias, et qui étaient surreprésentés dans nos effectifs. Et maintenant, j'ai les mêmes remarques des lycées, en particulier parisiens du 16e, qui me disent, mais vous privilégiez les... alors, je leur rapporte les chiffres, et je leur dis, voilà, si on fait des calculs relatifs, vous êtes encore surreprésenté. Mais effectivement, vous n'êtes plus en monopole d'accès à un territoire qui vous est connu familièrement, Dauphine. Et il se trouve que moi, j'étais professeur en plus à Villetaneuse, à Paris 13, donc j'ai fait les deux. Je connais les deux territoires. Hein. Et ben, quand on voyait l'homogénéité sociale, je ne parle même pas d'ethnique, c'était pas, encore une fois, c'est corrélé, mais évidemment, ce pouvoir de monopole est grignoté par un accès plus grand grâce à Parcoursup. Alors Parcoursup, il y a des difficultés, mais franchement, aujourd'hui, comme instrument de démocratisation et d'accès, des désinhibitions d'accès, c'est assez formidable, il faut bien le dire. Voilà, donc je fais exactement le même constat que vous. Puis le deuxième élément de réaction que je voulais indiquer très brièvement, c'est en fait pourquoi on fait ça. De même qu'il faut distinguer les questions d'égalité des chances et d'inégalité d'accès et de bien travailler sur ces sujets, la question c'est quelle est la motivation? Ben, chacun peut avoir sa motivation si on est de l'ordre de l'équité. On recherche l'équité, mais ça c'est parfaitement subjectif. Tu es pour l'équité, t'en fous de l'équité, il y a un débat là-dessus. On peut considérer que la méritocratie républicaine n'entend absolument aucune exception à la règle de la méritocratie, comme si c'était quelque chose d'absolu. Mais on peut avoir un deuxième motif, qui est celui de l'efficacité économique. Et ça, c'est autre chose. Est-ce que c'est bon pour la société ou pas, pour l'économie, pour la création de richesse ou pas? Et là, j'ai une réponse d'économiste. Oui. Pourquoi oui? Parce qu'il y a 2 mots en particulier dans la société française que vous connaissez tous, c'est assez documenté par les enquêtes que font certains économistes, mais aussi sociologues. La question de la défiance dans les relations sociales. La deuxième question qui est un mal français, qui est la question de l'aversion au risque. On le voit dans l'innovation, dans les problématiques de vaccins, etc. Ben, certains travaux montrent que la diversité est un réducteur de défiance. Une fois que vous avez donné confiance aux gens, eh ben, ils la prennent cette confiance et ils vont venir avec tous leurs atouts. Tout ce qui a été non révélé va être enfin mis à l'œuvre. Donc c'est un réducteur de défiance. Et 2, c'est un réducteur d'aversion au risque. Et on prend plus de risques quand on est issu de populations lointaines, on a passé toute une série d'obstacles, on a déjà appris à passer les obstacles. On a un apprentissage. Et donc quand vous êtes arrivé dans une classe et que vous êtes habillé comme un zombie, comme ce fut le cas pour moi quand je suis arrivé à l'âge de 10 ans à Gagny, en Seine-Saint-Denis, et que tous les élèves étaient blonds aux yeux bleus, habillés, c'était dans les années 70, donc tous en sweatshirt et en basket, et que moi j'étais en costume, parce que mon père croyait que l'école c'était au-dessus de tout, et donc et les mecs m'ont regardé en se disant mais d'où il vient ce gars? Bon, quand vous avez ça, et que vous appelez El Mouhoud en plus, et que vous avez un directeur qui vous dit bah, il vient d'Algérie, c'est sûrement un cancre, on va le mettre derrière, et ben, quand vous avez passé cet obstacle-là, plus rien ne vous fait peur. Donc je cite cet exemple parce que je ne parlais jamais de moi jusqu'à présent. Maintenant qu'on m'invite à parler de ce que c'est que les histoires d'égalité des chances, etc., je le dis, il faut vraiment se rendre compte que l'équité, c'est un choix social, un choix politique, on peut y être pour ou contre, mais l'efficacité, c'est un fait social, c'est un fait économique, c'est bon, la diversité. D'ailleurs, il y a des travaux de très longue période en économie qui montrent que les sociétés homogènes sont plus productives à un instant T, mais beaucoup moins
mais beaucoup moins innovantes, passant d'un paradigme technologique à l'autre, par exemple, par rapport aux sociétés diversifiées. Il faut voir les États-Unis. Pourquoi les États-Unis sont les plus moteurs en innovation? C'est précisément parce que ce sont des sociétés très diversifiées. Voilà. Donc il y a, encore une fois, à faire une clarification là-dessus. C'est la raison pour laquelle je pense que ce ne sont pas des sujets simples, mais il faut faire cet effort que nous faisons tous ici, d'essayer de rentrer dans les détails. Merci. Merci beaucoup. Mathias Wichra, je vais vous donner vous le mot de la fin. Évidemment, je vais vous laisser réagir. Avec un autre élément, on sait qu'effectivement, l'évolution de la société fait que l'école publique est de moins en moins mixte. Et donc, le reproche qu'on fait souvent, c'est oui, mais finalement, c'est de la faute des parents. C'est de la faute des parents qui ne mettent plus leurs gosses dans l'école publique. Et donc, moins de mixité, en effet, dans l'école publique. C'est quoi, si vous étiez ministre de l'Éducation nationale, je ne sais pas si je vous le souhaite ou pas, hein, d'ailleurs, mais comment convaincre et avec quels arguments, en lien un peu avec ce que vient de dire Helmut, d'ailleurs, avec quels arguments, effectivement, on peut convaincre des parents de remettre leurs enfants et leurs gosses dans le giron du public pour davantage de mixité sociale à l'école? Je ne vais pas vous parler de moi, mais moi, je n'ai pas du tout une scolarité que je qualifierais de difficile, etc. Mais j'étais dans un établissement en ZEP à l'époque. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir des bons résultats, notamment en seconde, peut-être que j'anticipais déjà Parcoursup, j'ai eu la tentation de demander à ma mère, qui était d'origine, ma famille communiste, elle a commencé comme assistante sociale, etc. Donc avec une logique de l'école républicaine chevillée au corps, je lui ai dit, est-ce que je ne peux pas aller dans un autre établissement pour... Elle m'a dit, non, non. Parce que ce que tu apprends là, dans ce lycée, en réalité, va te servir toute ta vie. Elle me parlait de voyages, notamment social, culturel, etc. En me disant, ça, en fait, en réalité, c'est un élément que tu auras. Moi, j'étais plutôt devenu petit bourgeois. J'habitais à Ménilmontant, avant j'étais dans le 93, etc. Mais par rapport à d'autres... Et donc, tout ça pour dire que je pense qu'effectivement, l'école publique, l'expérience qu'on a dans une école publique, y compris quand c'est difficile, en réalité, c'est un bagage pour les années à venir. Et moi, je suis extrêmement reconnaissant a posteriori à ma mère de m'avoir donné ça. J'ajoute juste une petite chose, je ne veux pas être trop long, c'est que s'il y avait une mesure, s'il y avait une chose à faire, et qui ne coûterait pas aussi cher qu'une grande réforme, c'est la question de l'orientation. Moi, je l'ai connu, je l'ai subi. À un moment, un conseiller d'orientation rentre dans la classe, ne connaît même pas les dossiers des élèves, les notes, etc. Et dit, vous voulez faire quoi après? Alors les gens lèvent la main, etc. Et moi, très immodeste, je dis, ah, j'aimerais bien faire Sciences Po. Et il me dit, non, non, mais sérieusement, sérieusement. Et alors là, deux réactions possibles. Soit vous êtes un peu fier et c'est un moteur additionnel pour faire Sciences Po, soit vous avez une forme de fragilité qui peut arriver et du coup, ce type vous décourage. Donc, je pense qu'il y a un travail, mais alors, c'est Yaka, Faucon, etc., c'est sans doute très difficile, mais mince, sur les conseillers d'orientation qui ne s'appellent plus comme ça, c'est une fonction qu'il faut revaloriser, qu'il faut faire monter en compétences, etc., parce que, en fait, c'est pas une question de niveau parfois, c'est juste une question de motivation, d'orientation, d'information, juste d'information qui peut être donnée au bon moment, au bon endroit. Et donc ça, c'est la chose. Et je termine juste par rapport à ce que tu disais, qui est très juste. Pourquoi on veut faire ça? Pourquoi on veut ouvrir? Pourquoi? Parce que c'est pas simplement de l'éthique, de la morale. C'est, je pense, que ça relève d'une mission et d'un impératif fondamental qui est la soutenabilité de notre modèle économique, démocratique et social. Ce n'est plus possible, ce n'est plus soutenable. Si nous n'avons pas, dans la formation des dirigeants, des dirigeantes, des leaders, des gens dans les différentes positions, une ouverture qui se fait impossible. Et à Sciences Po, on forme beaucoup de journalistes, de hauts fonctionnaires, etc. Donc moi, je considère que c'est une tâche impérative. Impérative parce qu'il y a un risque, on le voit en ce moment, on le voit dans les discussions, d'une surdité d'une partie des élites, qu'on appelle les élites, quelles qu'elles soient, hein, surdité, décalage total. Et je pense que ce risque-là est grand, et donc ce sujet de l'ouverture, de la diversité, de la représentativité de nos leaders, même si ce terme peut être un peu critiqué, est un enjeu fondamental, j'allais dire, de pérennité, voire de survie de notre modèle démocratique, social et économique. Vous venez de donner une clé et un potentiel point de sortie à Emmanuel Macron aussi pour la réforme des retraites avec ce que vous avez dit, donc c'est très intéressant et je vous en remercie. Merci beaucoup à toutes et tous. Il est 11h11, on devait s'arrêter à 11h10, donc c'est pas mal.